féminicide dans les pays fragiles et touchés par des conflits. Bienvenue au podcast Femininja, une série de 5 épisodes co-construite par Femnet et Womankind Worldwide pour commémorer les 16 jours d'activisme 2021. Rejoignez-nous pour explorer les moyens de mettre fin à l'impunité des féminicides en vous basant sur les expériences vécues et le militantisme des activités travaillant dans le sud du monde. La pandémie de COVID-19 et ses conséquences supplémentaires telles que les enfermements, la mobilité restreinte et l'isolement des systèmes de soutien habituels ont contribué à l'augmentation de la violence basée sur le genre à l'encontre des femmes dans le monde, comme le montre le pic de violence domestique et de féminicide. Une recrudescence des féminicides a été observée en Afrique, dans des pays comme l'Afrique du Sud, la Namibie et le Kenya. Leur risque de féminicide est aggravé par la prévalence des armes à feu. Par exemple, les données montrent que les femmes africaines sont les plus souvent tuées par des armes à feu par rapport aux femmes d'autres groupes raciaux. Elles courent également un risque accru de violence et de féminicide de la part des forces de l'ordre. Alors, Madame Doumbia Mama Kouyaté, présidente du réseau de communication, du réseau de développement et de communication des femmes maliennes Moussonet, comment pouvez-vous décrire le féminicide? Merci beaucoup pour cette question de Femnet sur les 16 jours d'activisme et en mettant surtout en avant le féminicide. Je m'excuse, je suis un peu malade, là, ma voix est revenue. Je vais répondre à cette question. Vous savez, cette question de féminicide aussi est un phénomène de plus en plus réel dans notre pays et où on met fin, les hommes mettent fin à la vie des femmes, soit leurs époux, soit leurs amis, soit dans les questions de politique. Et en prenant en compte cette situation dans le Mali qui est en conflit, je voudrais dire que la question est très importante pour nous, organisation de femmes, défenseurs des droits humains des femmes. Beaucoup de femmes ont été tuées pendant ces conflits de notre pays. Et surtout, c'est des djihadistes qui attaquent les villages, qui tuent les femmes, qui tuent les filles, qui tuent les enfants, qui tuent surtout les vieillards. Et c'est un phénomène très, très récurrent actuellement dans notre pays. Il y a aussi les féminicides au niveau domestique. De plus en plus, on a enregistré beaucoup de cas de féminicide dans notre pays. Les maris soit tuent leurs femmes pour des questions de jalousie, tuent leurs femmes surtout pour des questions, je ne sais pas, relationnelles, sous l'effet de l'alcool ou sous l'effet de la drogue, et qui tuent leurs femmes de façon incroyable, de façon dramatique et souvent insoutenable. Donc nous avons enregistré beaucoup de cas au Mali, surtout dans la région du Sud, au niveau de Sikasso, Ségou, Bamako, etc. Dans ces régions-là, de plus en plus, nous assistons à ces féminicides et qui ne donnent aucune explication dans notre société. C'est vrai que nous sommes dans une société patriarcale et souvent, c'est des questions qui sont soit tabous, soit on dit oui, c'est le Satan, on met ça dans les mains de la religion, surtout la religion musulmane, et ça pose énormément de problèmes. Parce que derrière, c'est vrai que l'État prend ses responsabilités, mais derrière, il y a un problème crucial, un phénomène, un problème on ne sait même pas comment le mettre, en tout cas dans nos activités Mali. Et souvent, on est confronté, on est buté à des problèmes de pesanteur sociale et culturelle. Alors, dans le contexte malien, comment votre organisation a-t-elle traité les cas liés au féminicide? C'est-à-dire, nous sommes un réseau de plaidoyer, de communication et de renforcement de capacités. Et à ce titre, nous avons plusieurs membres.
Nous avons notre membre WILDAF, le réseau des femmes pour l'Afrique de l'Ouest, WILDAF, qui est un réseau, qui est une organisation spécialisée surtout sur les questions de violences sexuelles et sexistes, les violences de façon générale basées sur le genre. Et c'est cette structure qui a un centre d'accueil. Il y a un centre d'accueil, un centre d'écoute. Et chaque fois qu'il y a eu ces cas de phénomène, WILDAF a été sur le terrain pour s'enquérir de la situation, pour voir comment la question est traitée au niveau de la justice surtout, et au niveau de la famille, au niveau de la justice. Souvent, c'est des situations de détresse qu'on ne peut même pas expliquer et qui font que sur le champ, c'est vrai que la personne, l'homme qui commet ces crimes sont traduits devant la police, d'abord, ensuite transférés dans les maisons d'arrêt. Mais souvent, c'est des choses qui finissent en queue de poisson. Parce que la famille, peut-être de la femme, se dit, c'est vrai que nous sommes sous la pesanteur culturelle islamique. Il y a beaucoup de familles qui disent oui, c'est un phénomène de Dieu, c'est le Satan. Alors, puisqu'il y a les enfants, il faut laisser le mari revenir, s'occuper des enfants. Bref, c'est des problèmes auxquels le centre d'écoute mais en général, il y a toujours eu un appui juridictionnel que WILDAF met en place, c'est-à-dire on donne l'appui à la famille de la défunte pour rester en justice pour que leur fille, leur sœur qui a été victime puisse être, dans ce cas, doit être jugée. Donc, on donne souvent des moyens aux avocats, surtout des avocats sans frontières, aider la famille à rester en justice. Mais nous avons organisé des marches. Nous avons organisé des marches parce que les cas étaient tellement récurrents que nous avons organisé des marches ici au Mali avec les organisations hommes et femmes défenseurs des droits humains pour protester justement par l'ampleur à laquelle on était en train d'assister par rapport à ce féminicide. Parce que c'était incroyable. Nous avons vu une de nos amies qui a perdu sa fille, justement, parce qu'elle a été poignardée à 9 coups de couteau par son mari, et elle a perdu l'âme. Et là, c'est un phénomène incroyable. Nous avons vu beaucoup de cas ici à Bamako, où nous avons essayé de créer. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons plutôt fait, c'est de faire un plaidoyer auprès du gouvernement du Mali, auprès des députés pour légiférer sur les questions de violence basées sur le genre dans lesquelles il y a les féminicides. Mais malheureusement, il y a eu une levée de boucliers justement des islamistes, entre guillemets, des djihadistes, des islamistes qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec les violences parce qu'au lieu de regarder à l'intérieur les violences qui étaient ciblées, toutes ces violences qui étaient ciblées, ils ont vu que nous avons mis en place en tout cas un mot appelé genre. Genre, ils ont dit, mais on a dit que les violences s'exercent sur les femmes, mais aussi les violences s'exercent sur des hommes. Et nous avons dit que ce n'est pas seulement un pan qu'il faut regarder, mais il faut voir aussi de l'autre côté comment les violences se font sur le genre. Le genre, ce n'est pas la femme. Alors, il y a ce ambiguïté, cette incompréhension entre les leaders religieux et nos organisations de femmes. Et nous sommes bloqués actuellement parce que le projet de loi qui était sur la table de Madame le ministre, on en discute et voit comment on peut amener un projet de loi au niveau de l'Assemblée, Parlement. Ça a créé énormément de problèmes et finalement la ministre a perdu même son poste à cause justement de son engagement sur ces questions de violence basée sur le. Ok. Madame Maman Kouyaté, les conflits et l'insécurité ont sévi dans un passé récent. Cela a rendu la vie insupportable pour les femmes et les filles dans leur diversité. Existe-t-il des moyens pour l'État de documenter et d'avoir des données concernant le féminicide au Mali? Non, l'État ne peut pas. Vous savez, depuis que la crise a commencé, particulièrement dans le centre du pays, nous avons vu l'avancée fulgureuse des djihadistes qui ne font la part d'aucune chose
n'épargne ni la vie des femmes, ni la vie Parce que le conflit du Nord avait épargné. C'est vrai qu'il y avait des violences physiques et des violences sexuelles sur les femmes, mais cette rébellion n'a pas touché à la vie humaine des femmes et des filles. Mais quand le conflit a été transporté au centre du Mali, dans la région de Mopti et dans le pays, surtout particulièrement dans le pays d'Ogon, il y a eu des exactions insupportables, incroyables. Des villages ont été incendiés, des femmes enceintes brûlées, des filles en train de se coiffer ou encore en train de faire la cuisine ont été brûlées vives. Des images insoutenables. Et aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement s'est manifesté avec un communiqué, les organisations de la société civile ont aussi manifesté avec des communiqués, mais malheureusement, il n'y a aucune mesure, il n'y a aucune donnée aujourd'hui fiable qui retrace justement la quantité, le nombre de personnes, femmes et filles qui ont été touchées dans ce conflit. Le phénomène est récurrent et continue encore. Chaque fois que les djihadistes rentrent dans un village, ils brûlent le village, ils tuent les yeux fermés n'importe quelle personne qui bouge. Donc c'est un problème qui est très grave. On n'épargne plus les femmes enceintes, on n'épargne plus les enfants, on n'épargne plus les filles qui sont en train de laver les habits au fleuve ou bien au bord du marigot, on n'épargne personne. Et c'est une situation très dramatique dans notre pays. Et ça pose le problème même de la problématique de l'insécurité dans notre pays, parce que le conflit est sorti d'une guerre traditionnelle en allant vraiment dans une guerre asymétrique. Et dans cette guerre asymétrique, l'ennemi est invisible, l'ennemi se mouvoie dans n'importe quelle position, soit sur une moto, soit sur une bicyclette, soit à dos d'âne même, venir attaquer et tuer de façon impunie. Vous en parliez il y a quelques minutes, mais pensez-vous qu'il existe des moyens de traduire en justice les auteurs de ces crimes-là? Nous sommes dans un pays à conflit, et comme je l'ai dit, nous sommes dans une guerre asymétrique. L'ennemi appréhendé, l'ennemi est traduit et amené dans des lieux, soit des prisons, mais malheureusement, on ne voit pas. On ne voit pas comment l'État est en train de traiter ces cas de violence, de crimes qui se commettent sur les populations. Nous ne voyons pas. Si ces gens sont en prison, on ne le sait pas. Si ces gens sont jugés, nous ne le savons pas et nous ne voyons pas d'impact juridique sur cette situation dans notre pays. Et je pense que la société civile a beaucoup crié même plus fort, demandé à ce que l'impunité soit éradiquée. L'impunité, on doit mettre fin à l'impunité. Tant qu'on ne mettra pas fin à l'impunité, on n'aura jamais la paix. Parce que les bourreaux sont en train de circuler en toute impunité et on sent même que nous sommes un peu, comment dirais-je, affaiblis, que nous n'avons aucun moyen de mettre fin à cette situation. Et les cas de féminicide qui se trouvent domestiques, c'est-à-dire dans les villes et autres, qui sont faits par des hommes, c'est vrai qu'on les envoie souvent en prison. J'ai vu beaucoup de cas l'homme est allé en prison. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a des problèmes sociaux qui se posent parce que souvent, la famille de la défunte, de la fille ou encore belle-fille ou encore de la sœur, vient souvent en disant que oui, il faut pardonner. Il faut pardonner et il faut que l'accusé soit remercié, gracié, qu'il vienne s'occuper souvent de ses enfants. Parce que la plupart des cas, c'est des époux tués, laissant derrière elles des filles. Moi, je pense que c'est un problème très important auquel on doit s'atteler davantage pour continuer justement à combattre justement ce phénomène dans nos pays. La situation est très dramatique. Mais l'autre chose que je voulais dire, c'est par rapport justement à la circulation des armes légères et de petits calibres. Dans notre pays, il y a une institution, il y a une structure qui s'occupe de cela. Malheureusement, cette structure n'a pas les moyens de sensibiliser davantage les populations, mais aussi de trouver des moyens de lutte contre la circulation de ces armes légères.
le pays est le pays, partout dans le pays, il y a des armes qui circulent. Dans la plus grande impunité. Parce qu'avec cette situation de chacun a essayé de s'armer pour se protéger ou protéger sa famille. Et ça pose problème. Ça pose problème. On n'arrive pas à mettre fin justement à l'utilisation de ces armes légères et les armes de petit calibre. Souvent, c'est des pistolets, souvent, c'est pas des mitraillettes, mais souvent, c'est des pistolets qui circulent entre les personnes, entre les mains des personnes, dans des sacs, dans des paniers, etc. Et tout le pays est aujourd'hui foisonné d'armes. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est un des problèmes les plus graves contre l'insécurité que nous assistons pour l'insécurité, mais aussi pour l'impunité. Parce que le phénomène est de plus en plus grandissant. Madame Mama, le thème des 16 jours d'activisme de cette année est Let's End Feminicide. Quelles recommandations aimeriez-vous au gouvernement et aux organismes sous-régionaux comme la CEDEAO pour mettre fin au féminicide au Mali? La première des choses que je voudrais dire au gouvernement, c'est que le gouvernement doit être responsable de la sécurité des personnes et des biens. Ça, c'est primordial. Et je pense que tous les moyens doivent être mis en place pour sortir de la volonté politique et aller dans des actions concrètes. Et il faut aujourd'hui mettre en avant cette justice sociale. Comment on peut protéger les populations civiles qui n'ont rien à faire avec les conflits qui se passent dans notre pays. La deuxième chose, il faut que nous trouvions des moyens adéquats. Il faut que l'État trouve des moyens adéquats et des nombres insuffisants des forces armées et de sécurité pour protéger tout le territoire et dans les plus petits villages s'il le faut. Il faut aussi mettre en place un programme de coopération avec les civils parce que l'État seul ne peut pas. Et ce sont les civils, les populations qui savent où sont les caches d'armes, qu'est-ce qui se fait, quelles sont les activités qui sont en train de se mener autour de leur village et autour de leur maison. Donc, si on arrive à mettre en place des canaux de communication entre les populations civiles et les forces armées et de sécurité, je suis sûr qu'on pourra mettre fin à cela. La troisième chose, c'est de travailler à anéantir s'il le faut l'hégémonie de la religion. Parce que c'est au nom de la religion que de plus en plus on tolère, de plus en plus on utilise la religion comme si l'homme a le droit de vie et de mort sur sa femme. Et moi, je pense que c'est erroné et c'est très grave. Comment faire pour que les leaders religieux soient impliqués, sensibilisés et qu'ils puissent vraiment faire comprendre que la religion est faite pour protéger les femmes, mais plutôt pas de les tuer de façon impune. Le dernier problème que je voulais dire pour l'État, c'est qu'il faut que l'État sécurise tout son territoire, que l'État trouve les moyens, dans le cadre de la coopération nationale, internationale, sous-régionale, à protéger tout le territoire malien et les populations maliennes, et que justice soit faite, et que la justice soit au service des populations. Pour ce qui concerne la CEDEAO, de plus en plus, est même rejetée par les populations. Pourquoi? Parce que la CEDEAO est devenue un instrument politique plutôt qu'un instrument qui mette au cœur de cette institution la situation des populations. On a ratifié tellement d'instruments. Il y a même un mécanisme qui existe au niveau de la CEDEAO par rapport à la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et qui organise de temps en temps des réunions. J'ai participé même à une réunion. On a, en tant que société civile, nous sommes impliqués, nous en tant que femmes, on s'est impliqués dans une campagne de sensibilisation à travers Bamako. On était limités parce que les moyens sont insuffisants pour parler justement de cela et de l'implication surtout des femmes et des jeunes. Éviter que ces armes qui circulent soient contrôlées et qu'on ne les utilise pas contre surtout particulièrement des femmes et des filles. Donc nous avons fait cette campagne très importante et je pense que la CEDEAO doit continuer à travailler avec les organisations de la société, avec les États, avec la communauté internationale pour renforcer
le pouvoir, la capacité de nos États, mais aussi aider les populations civiles à s'impliquer dans la lutte contre l'impunité, mais dans la lutte contre la circulation des armes légères et petits calibres. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci Marie. Au revoir.